Décembre 1944. Aux abords de Bastogne, la neige tombait à gros flocons et les mortiers ne pouvaient pas s'élever assez haut. Le sergent Julian Hendricks se tenait dans un pré gelé, regardant son équipage lutter contre un problème qui n'aurait pas dû exister. Le mortier de 81 mm avait été conçu pour lancer des obus en trajectoire haute. Mais les positions allemandes se trouvaient sur une crête à 3 km de là. L'élévation standard ne donnait rien. Les obus tombaient trop courts à chaque fois, et les Allemands continuaient de tirer. Hendricks était ouvrier agricole au Kansas avant la guerre, 29 ans, pas de diplôme d'ingénieur, pas d'école d'artillerie, juste 8 mois en Afrique du Nord, 4 en Italie, et maintenant ça. Les Ardennes en hiver, encerclées, les approvisionnements coupés et une arme qui ne pouvait pas atteindre l'ennemi. Il regarda le tube du mortier, puis la plaque de base, puis les pieds du bipied qui maintenaient l'ensemble debout. Et il pensa au poteau de clôture. L'offensive des Ardennes avait commencé 5 jours plus tôt, le 16 décembre 1944. 3 armées allemandes fonçaient vers l'ouest à travers le brouillard et la forêt, ciblant le secteur le plus faible de la ligne alliée. 28 divisions, 200 000 hommes, la plus grande offensive allemande depuis 1940. Hitler avait tout misé sur la division du front allié, une percée jusqu'à Anvers, et la conclusion d'une paix négociée avant que les Soviétiques n'atteignent Berlin. L'attaque surprit les Américains. Eisenhower avait volontairement affaibli ce secteur, concentrant ses forces plus au nord pour la pousser vers l'Allemagne. Seulement 4 divisions tenaient un front de 130 km. Quand les Allemands frappèrent, ils percèrent en quelques heures. Des régiments entiers furent encerclés, les communications s'effondrèrent, les routes s'encombrèrent de réfugiés et de soldats en retraite. La 101e division aéroportée se reposait près de Reims, reconstituée après l'opération Market Garden. Des remplaçants frais, du nouvel équipement. Ils étaient censés avoir encore 1 semaine avant de retourner au combat. Au lieu de cela, ils reçurent l'ordre le 17 décembre. Rejoignez Bastogne immédiatement. Tenez le carrefour routier. Arrêtez l'avance allemande. Ils furent chargés sur des camions en pleine nuit. Pas d'équipement d'hiver, pas d'entraînement par temps froid. La plupart des hommes portaient encore les mêmes uniformes qu'ils avaient en sautant en Normandie. Ils atteignirent Bastogne le 19 décembre, quelques heures seulement avant que les forces allemandes ne referment l'encerclement. Hendricks et sa section de mortiers arrivèrent avec eux. Ils s'enterrèrent sur le périmètre est. Ils attendirent. Et quand l'ennemi atteignit les hauteurs à l'est de la ville, les mortiers américains se retrouvèrent hors de portée à cause de la géographie. Les mortiers ne sont pas des canons, ils ne tirent pas à trajectoire tendue, ils tirent vers le haut, comptant sur la gravité pour faire retomber l'obus sur la cible. Le mortier standard M, un de 81 mm, avait une élévation maximale de 85 degrés, presque à la verticale. Il pouvait propulser un obus de 4,5 kg à près de 2700 mètres si vous l'orientiez correctement. Mais l'anglais tout. Et en décembre 1944, à l'extérieur de Bastogne, l'angle était mauvais. Les positions allemandes étaient à 330 mètres d'altitude, les lignes américaines à 270. Ces 60 mètres de différence changeaient la géométrie. Les obus tirés à l'élévation maximale traçaient un bel arc dans le ciel et retombaient dans la vallée entre les deux. Ils n'atteignaient jamais la crête. La physique ne négocie pas. Hendricks avait 7 hommes dans sa section. Le soldat de première classe Robert Morrison de l'Ohio, le caporal James Wheeler de Géorgie, le soldat Eugene Dascalu du New Jersey, le soldat Thomas Reeves de l'Alabama, le soldat Harold Chen de Californie, le soldat Leonard Kowalski du Michigan et le soldat Daniel Shaw du Maine. Âge moyen, 22 ans. Ils étaient ensemble depuis l'entraînement à Fort Benning. Ils avaient combattu en Sicile, à Salerne et à Anzio avant d'être transférés dans les troupes aéroportées. Ils avaient confiance les uns dans les autres. Ils avaient confiance en Hendricks. Ils avaient tiré 19 obus ce matin-là, 19 échecs. Le commandant de compagnie voulait un tir de suppression sur les mortiers allemands. Il le voulait maintenant. Les Allemands avaient déjà détruit 2 nids de mitrailleuses américains et un poste d'observation avancé. Ils rapprochèrent leurs tirs de la ligne principale. Le temps comptait. La doctrine standard disait que les mortiers ne pouvaient pas résoudre ce problème. La doctrine standard disait « amener les obusiers ».
Mais les obusiers étaient bloqués à 5 kilomètres à l'ouest, leurs essieux enfoncés dans la boue et la neige. Les routes étaient criblées de cratères. Les camions ne pouvaient pas bouger. Et les Allemands tenaient les hauteurs. Hendrix pensa à l'élévation. Il pensa à l'angle du tube. Et il pensa à ce qui arrive quand on change le point d'appui. Son père avait été métayer, avait travaillé la terre des autres pendant 30 ans avant d'économiser assez pour acheter 16 hectares près de Salina. Le terrain était inégal. Des collines ondulantes et un sol rocailleux. Les poteaux de clôture devaient être enfoncés à différentes profondeurs pour que le fil reste de niveau. Le jeune Julian apprit tôt qu'on ne combat pas le terrain, on s'y adapte. Un poteau sur une pente est enfoncé plus profondément du côté amont. Une barrière sur un sol inégal est calée avec des pierres ou des morceaux de bois. On fait en sorte que ça marche. C'est à cela que pensait Hendrix, debout dans la neige à l'extérieur de Bastogne, regardant ses mortiers échouer. Les mortiers reposent sur des plaques de base, des cercles d'acier lourds qui ancrent l'arme et absorbent le recul. La plaque de base du mortier M, pesait 20 kg, 35 cm de diamètre, en fonte. Un logement soudé au centre maintenait le tube du mortier. La plaque reposait à plat sur le sol. Le tube était dans le logement. Les pieds du bipied s'étendaient vers l'avant, réglables pour l'élévation. Installation standard, géométrie standard, limitation standard. Le bipied pouvait ajuster le tube de 45 degrés à 85 degrés. Cette plage fonctionnait pour des conditions normales. Terrain plat, altitude similaire, cibles à moins de 2700 mètres. Mais la géométrie supposait que la plaque de base restait de niveau. Inclinez la plaque et tout change. Hendrix se rendit au dépôt de ravitaillement et trouva 2 barils d'huile vide, des fûts de 210 litres, en acier, cabossés, couverts de givre. Équipement standard pour le transport de carburant. Chacun pesait environ 27 kg à vide. Il les traîna jusqu'à la position du mortier et dit à son équipage de retirer la plaque de base. Ils le regardèrent. Wheeler dit « Sergent, on ne peut pas tirer sans la plaque. » Hendrix répondit « On ne s'en débarrasse pas. On l'incline. » Il expliqua son raisonnement. La plaque repose à plat. Le tube pointe trop haut. Les obus tombent trop courts. Mais si tu inclines la plaque vers l'avant, le tube s'incline avec elle. Angle plus faible, trajectoire plus tendue, plus de portée. Morrison dit « Ça va mettre toute la contrainte du recul sur le côté. La plaque pourrait se fissurer. » Hendrix dit « Soit ça, soit les Allemands continuent de faire pleuvoir des obus sur nos têtes. Choisis. » Ils choisirent. L'équipage retira la plaque de base, la bascula en arrière et glissa les 2 barils en travers sous le bord arrière. La plaque reposait maintenant inclinée vers l'avant, de peut-être 15 degrés. Le tube, toujours encastré dans la plaque, s'inclina avec elle. Les pieds du bipied étaient réglés au plus bas, et soudain, la géométrie changea. Le tube ne pointait plus presque à la verticale. Il pointait vers le haut et vers l'extérieur, ressemblant plus à un obusier qu'à un mortier. Hendrix estima 40 degrés, peut-être moins. Il n'avait pas de rapporteur, il n'avait pas de manuel, il avait 2 barils et une théorie sur les angles. Il dit à son équipage de charger. Dascalu laissa tomber un obus dans le tube. Le percuteur frappa. La charge propulsive s'enflamma. L'obus partit avec le même bruit sourd familier, mais la trajectoire était différente. Plus tendue, plus rapide. L'obus décrivit un arc plus bas et voyagea plus loin, traversant la vallée et s'écrasant au pied de la crête, 500 mètres au-delà de leur portée maximale précédente. Toujours trop court, mais plus près. Hendrix leur dit d'ajouter un autre baril. Ils empilèrent un 3e fût sous la plaque de base, l'inclinant davantage. Le tube s'orienta encore plus vers l'avant. Reeves chargea. Wheeler ajusta le bipied. Shaw vérifia l'alignement. Ils tirèrent à nouveau. L'obus fila droit et juste, traversa la vallée et explosa sur la crête où se trouvaient les mortiers allemands. Impact direct. Hendrix venait de transformer un mortier de 81 mm en canon de campagne. Le principe était simple. Les mortiers dépendent du tir à angle élevé parce que leurs tubes sont courts et leurs charges propulsives sont fixes. On ne peut pas ajouter plus de poudre. On ne peut pas changer la vitesse initiale. Tout ce qu'on peut ajuster, c'est l'angle. La doctrine standard maintient cet angle élevé pour maximiser la portée par un arc haut.
Mais Hendrix réalisa que si on abaissait l'angle, on échangeait de l'arc contre de la distance. L'obus ne monterait pas aussi haut, mais il voyagerait plus loin vers l'avant. Et si on abaissait assez l'angle, le mortier cessait de se comporter comme un mortier et commençait à se comporter comme un canon. L'astuce des barils fonctionna parce qu'elle changeait la géométrie de base sans modifier l'arme elle-même. Le tube du mortier restait intact. La plaque de base restait fonctionnelle. Le bipied fournissait toujours la stabilité. Mais en inclinant tout l'ensemble vers l'avant sur un point d'appui improvisé, Hendrix réduisait effectivement l'angle d'élévation de 20 à 30 degrés. Ce changement transformait la trajectoire d'un arc plongeant élevé en un chemin plus tendu et plus direct. La physique est impitoyable. La trajectoire d'un obus dépend de l'angle de tir, de la vitesse initiale et de la gravité. Le mortier M1 de 81 mm tirait son obus à environ 210 mètres par seconde. À 85 degrés, cette vitesse se traduisait par une altitude maximale avec une distance horizontale minimale. À 40 degrés, la même vitesse se traduisait par moins d'altitude, mais une portée horizontale significativement plus grande. L'obus passait moins de temps à grimper et plus de temps à voyager horizontalement. La portée augmentait de près de 40%. L'obus lui-même restait inchangé. L'obus explosif M43 A1 pesait 4,5 kg, 12 cm de diamètre, stabilisé par des ailettes, pas par rotation, rempli de 0,6 kg de TNT. Rayon d'efficacité mortelle, 30 mètres. L'obus n'était pas conçu pour le tir direct contre des cibles blindées, mais il fonctionnait. L'improvisation comportait des risques. Les mortiers ne sont pas conçus pour le tir à angle faible. La plaque de base absorbe le recul verticalement, pas latéralement. Tirer à élévation réduite soumettait l'ensemble à des contraintes latérales. Les barils pouvaient bouger. La plaque pouvait se fissurer. Le tube pouvait se détacher. Et si l'équipage se trompait dans l'estimation de l'angle, l'obus pouvait frapper le sol prématurément ou ricocher de manière imprévisible. Hendrix comprenait les risques. Il tira quand même. Au cours des 4 heures suivantes, sa section lança 63 obus sur les positions allemandes. Ils ajustaient la pile de barils entre les tirs, ajoutant ou retirant des fûts pour affiner l'angle. 3 barils donnèrent la portée maximale. 2 barils donnaient une portée moyenne. Un baril permettait un ajustement incrémental. Ils expérimentèrent. Ils apprirent. Ils s'adaptèrent. Ils touchèrent des positions de mortier, des nids de mitrailleuses et un dépôt de munitions. Les Allemands tentèrent d'ajuster leurs tirs, mais Hendrix ne cessait de déplacer sa position, traînant les barils et la plaque d'un endroit à un autre, tirant 3 ou 4 coups, puis se déplaçant. Les Allemands ne pouvaient pas fixer son emplacement. Ils ne pouvaient pas le supprimer. Et ils ne pouvaient pas comprendre comment un mortier américain pouvait soudainement avoir une portée supérieure au leur. Les mortiers allemands sur la crête étaient des Granatwerfer 34 de 81 mm, comparables au M1 américain. Portée similaire, poids d'obus similaire. Mais les Allemands avaient l'avantage des hauteurs. Leurs mortiers n'avaient pas besoin de modifications pour atteindre les lignes américaines. La gravité travaillait pour eux. Ils pouvaient tirer à des élévations standards et encore toucher leur cible. L'improvisation de Hendrix égalisa cet avantage. En abaissant son angle de tir, il compensa la différence d'altitude. Ses obus volaient plus loin vers l'avant, grimpant moins, mais couvrant plus de distance horizontale. Les Allemands perdirent leur avantage géographique. En milieu d'après-midi, les tirs allemands depuis la crête avaient sensiblement diminué. L'infanterie américaine rapporta avoir vu des équipages ennemis abandonner leur position, que les obus de Hendrix et de causer des pertes, ou simplement forcer les Allemands à se déplacer, n'était pas clair. Dans les 2 cas, la pression diminua. À la tombée de la nuit, les tirs allemands s'étaient calmés. La 101e tenait la ligne et Hendrix était à court d'obus. Le mot de l'improvisation se répandit rapidement. Le 20 décembre, le quartier général du bataillon envoya un lieutenant pour interroger Hendrix et croquer le dispositif. Le lieutenant Michael Patterson de l'Iowa, 24 ans, étudiant en ingénierie d'avant-guerre. Il passa 2 heures à mesurer la disposition des barils, calculer les angles et questionner Hendrix sur la technique. Les notes de Patterson survivent aux archives nationales, écrites au crayon sur du papier humide.
Des croquis montrant la plaque de base inclinée sur des objets cylindriques. Mesure. Inclinaison approximative de 15 degrés, fût de 210 litres, plaque de base inclinée vers l'avant. Observation. Contrainte de recul latéral accru, la plaque de base montre une déformation mineure après 60 coups. Le tube ne montre aucun dommage visible. Le bipied reste stable. Technique efficace, mais nécessite un sol stable et un réglage minutieux de l'angle. Patterson recommanda la technique pour une utilisation sur le terrain en situation d'urgence. Il recommanda également de ne pas l'adopter comme pratique standard. Les risques pour l'équipement et l'équipage, écrivit-il, l'emportent sur les avantages, sauf lorsqu'aucune alternative n'existe. Le 22 décembre, 3 autres sections de mortier de la division expérimentèrent la technique. Toutes les tentatives ne réussirent pas. Un équipage utilisa des caisses en bois au lieu de barils et les caisses s'effondrèrent après 2 coups. Un autre équipage inclina le tube trop fort et fendit la plaque de base. Un troisième équipage obtint des résultats similaires à ceux de Hendrix, tirant 41 obus à portée étendue avant que leur tube ne développe des fissures de contrainte. Mais le principe tenait. Dans les bonnes conditions, avec les bons matériaux, un mortier d'infanterie standard pouvait être converti en canon de campagne improvisé. La technique avait des limites, la précision en souffrait. Les mortiers n'ont pas de rayures, donc leurs obus ne tournent pas en vol. Cela les rend intrinsèquement moins précis que les obus d'obusier. Le tir de mortier standard compensait par les corrections des observateurs et le tir d'encadrement. On tirait un coup, on observait où il atterrissait, on ajustait, on tirait à nouveau. À angles élevés, cela fonctionnait. À angles faibles, cela devenait plus difficile. Les obus tirés à élévation réduite voyageaient plus vite. Ils passaient moins de temps en vol, ce qui donnait moins de temps aux observateurs pour les suivre. Les points d'impact devenaient plus difficiles à prédire. Le vent affectait les trajectoires tendues plus que les trajectoires élevées. Un vent latéral de 8 km par heure déplaçait à peine un obus à 85 degrés. Le même vent pouvait dévier un obus à 40 degrés de 15 mètres de sa cible. Hendrix compensait en tirant plusieurs coups et en faisant converger les impacts sur la cible. Il tirait, observait, ajustait légèrement la pile de barils et tirait à nouveau. Cela fonctionnait, mais cela consommait des munitions. Ces 63 obus obtinrent des résultats qui auraient peut-être nécessité 30 coups dans des conditions standards. L'efficacité diminuait, mais l'efficience restait. La technique nécessitait également un sol stable. Un sol meuble ou boueux aurait laissé les barils s'enfoncer sous le recul, changeant l'angle de manière imprévisible. La neige était gérable si elle était gelée. La neige humide ne l'était pas. Hendrix avait l'avantage du sol gelé en décembre. La température resta en dessous de -7 degrés Celsius pendant tout le siège. Le sol était solide. Les barils ne bougèrent pas. D'autres équipages, dans des conditions plus douces, trouvèrent la méthode inutilisable. En janvier, une section de mortier dans les Vosges tenta la technique sur un sol dégelé. Le baril s'enfonça de 8 cm après le premier coup. La plaque de base s'inclina de manière inégale. Le second coup partit complètement à côté. Ils abandonnèrent la tentative. La technique exerçait également une contrainte sur l'arme. Après 90 coups, le tube du mortier de Hendrix montrait des fissures capillaires près de la base. La plaque de base s'était légèrement déformée. Le logement n'était plus parfaitement perpendiculaire. L'arme restait fonctionnelle, mais les dégâts étaient cumulatifs. Les armuriers de campagne estimèrent que le tube avait perdu 20% de sa durée de vie. En temps de paix, l'arme aurait été condamnée. Au combat, elle continua de tirer. Rien de tout cela n'importait aux hommes de Bastogne. Le siège dura jusqu'au 26 décembre, 10 jours d'encerclement, de bombardements constants et de combats rapprochés dans les forêts gelées. La 101e Tain. La 3e armée de Patton perça par le sud. Les Allemands se retirèrent. Hendrix survécut. Il n'écrivit jamais de rapport. Le croquis du lieutenant atteignit le quartier général de la division, mais aucune documentation formelle ne suivit. La technique fut classée comme expédient de campagne, efficace, mais non recommandé. L'armée ne mit pas à jour ses manuels de mortier. Aucun film d'entraînement ne fut produit. Aucune doctrine ne changea. Mais les soldats parlent, et les soldats se souviennent. En janvier 1945, les équipages de mortiers à travers le théâtre européen connaissèrent l'astuce des barils. Certains l'essayèrent, d'autres non.
La technique fonctionnait mieux dans les situations où les obusiers n'étaient pas disponibles et où les positions ennemies se trouvaient au-delà de la portée standard des mortiers. Ces situations étaient courantes dans les Ardennes, moins courantes ailleurs. Au fur et à mesure que les forces alliées poussaient en Allemagne, l'artillerie devint plus abondante. Les routes s'améliorèrent, les lignes d'approvisionnement se raccourcirent, le besoin de solutions improvisées diminua. En mars, la technique était largement tombée en désuétude. Quelques sections de mortiers dans des positions isolées continuèrent d'expérimenter. Un équipage dans la forêt de Hürtgen utilisa la méthode pour supprimer des bunkers allemands sur un versant. Un équipage près de Remagen l'utilisa pour étendre sa portée lors de la traversée du pont. Mais c'étaient des exceptions. La plupart des équipages retournèrent aux méthodes standards dès que les circonstances le permirent. Hendricks retourna au Kansas en novembre 1945. Il cultiva du blé et du maïs pendant 32 ans, acheta 32 hectares supplémentaires en 1953, éleva 2 filles, entraîna une équipe de baseball pour les jeunes, siégea au conseil scolaire local. Il ne parlait pas beaucoup de la guerre. Quand on l'interrogeait, il décrivait le froid et la neige. Il mentionnait Bastogne. Il mentionnait rarement les mortiers. Sa femme, Mary, disait qu'il avait fait des cauchemars pendant des années. Il se réveillait convaincu qu'il était encore en Belgique. Elle disait qu'il ne parlait jamais de ce qu'il avait vu, mais elle savait que ça le hantait. Elle disait qu'il travaillait plus dur que n'importe quel homme qu'elle connaissait, comme si rester occupé maintenait les souvenirs à distance. En 1978, un historien militaire faisant des recherches sur les tactiques improvisées pendant la Seconde Guerre mondiale trouva le croquis du lieutenant aux Archives nationales. Le docteur Alan Friedman du MIT, spécialiste de l'ingénierie de campagne et des techniques de combat adaptatives. Il compilait une étude sur les innovations non doctrinales pendant la guerre. Le croquis montrait une plaque de base de mortier inclinée sur des objets cylindriques étiquetés barils ou similaires. La note d'accompagnement disait « Le sergent Hendricks, section de 81 mm, a obtenu une portée étendue en modifiant l'angle de la base. Efficace mais non autorisé. » Friedman retrouva Hendricks et l'interviewa par téléphone. La conversation dura 47 minutes. Hendricks confirma les détails. Il estima l'angle à 40 degrés. Il dit que les barils étaient des fûts d'huile vide. Il dit que l'idée lui était venue en ajustant des poteaux de clôture sur un terrain inégal. Il dit que ça avait marché jusqu'à ce qu'il soit à court d'obus. Friedman demanda si quelqu'un avait jamais reconnu l'innovation officiellement. Hendricks dit non. Friedman demanda s'il avait reçu une quelconque citation. Hendricks dit qu'il avait reçu une bronze star pour ses actions pendant le siège, mais rien de spécifique à la technique du mortier. Friedman demanda s'il pensait que l'armée aurait dû adopter la méthode. Hendricks dit qu'il ne savait pas. Il dit que cela avait marché pour lui dans une situation. Il ne pouvait pas dire si cela marcherait partout. L'interview fut publiée dans un journal d'histoire militaire en 1979. Tirage, 1200 abonnés. Aucun grand média ne s'en empara. L'histoire resta obscure. Mais le principe, lui, ne le resta pas. La conception des mortiers modernes a considérablement évolué depuis 1944. Le mortier actuel M252 de 81 mm, utilisé par l'armée américaine, comprend une plaque de base plus polyvalente et une plage d'élévation étendue. Les ingénieurs ont étudié les rapports de terrain de la Seconde Guerre mondiale, de la Corée et du Vietnam. Ils ont identifié des problèmes récurrents, les limitations de portée sur terrain accidenté, le besoin de tir à angle plus faible en environnement montagneux et le désir d'une capacité de tir direct en milieu urbain. Le M252 peut tirer à des angles aussi bas que 45 degrés sans modification. La plaque de base est renforcée pour supporter le recul latéral. Le bipied comprend un mécanisme de pointage pour les réglages fins. L'arme pèse 41 kg au total, 9 de plus que le M1, mais offre beaucoup plus de flexibilité. Et bien qu'aucun document officiel de l'armée ne crédite Hendricks, la philosophie de conception reflète les leçons tirées des tactiques improvisées sur le terrain. L'astuce des barils eux-mêmes n'est plus nécessaire. Les mortiers modernes n'en ont pas besoin. Mais l'idée derrière, la volonté d'adapter une arme au-delà de son rôle prévu, reste centrale dans la pensée militaire. Les soldats improvisent parce que les circonstances l'exigent.
Les ingénieurs répondent parce que l'improvisation révèle des lacunes dans la conception. Les chiffres racontent l'histoire différemment. En décembre 1944, la 101e division aéroportée tira environ 11 000 obus de mortier pendant le siège de Bastogne. La section de Hendricks en tira 97, y compris les 19 premiers échecs, moins de 1%. Mais ces obus, tirés à des angles non conventionnels, supprimèrent les tirs allemands à un moment critique. Ils permirent à l'infanterie américaine de se repositionner. Ils réduisirent les pertes pendant une phase vulnérable de la défense. L'impact global est plus difficile à mesurer. Combien d'autres équipages utilisèrent la technique? Les archives de la division sont incomplètes. Les rapports après action mentionnent des tirs de mortier modifiés dans 3 incidents distincts, mais ne précisent pas les méthodes. Les interviews d'après-guerre avec des vétérans donnent des récits anecdotiques, mais peu de détails. Une estimation suggère que 20 à 30 équipages dans 3 divisions ont expérimenté la technique pendant la campagne des Ardennes. Total d'obus tirés, peut-être 3 à 5 000. Impact total inconnu. Ce qui reste, c'est l'image. Un ouvrier agricole du Kansas debout dans la neige, fixant une arme qui ne veut pas faire ce dont il a besoin, et pensant aux poteaux de clôture, pensant aux angles, pensant aux points d'appui et aux leviers, à la géométrie têtue de la guerre. Il n'a pas le bon outil, alors il modifie l'outil. Les mortiers n'étaient pas conçus pour ça. Les manuels ne l'autorisaient pas. La doctrine ne le couvrait pas. Mais les Allemands étaient sur la crête, et les obus tombaient trop courts, et quelqu'un devait résoudre le problème. Hendricks le résolut avec 3 barils d'huile et la volonté d'enfreindre les règles. Cette volonté compte plus que les détails techniques. La guerre n'est pas un environnement contrôlé. Les armes tombent en panne, les lignes d'approvisionnement échouent, le terrain ne coopère pas, l'ennemi ne se comporte pas comme prévu, et les soldats, ceux qui se battent réellement, doivent s'adapter. Ils doivent regarder ce qu'ils ont, pas ce qu'ils souhaiteraient avoir, et faire en sorte que ça marche. Hendricks l'a fait marcher. Il n'a pas inventé une nouvelle arme. Il n'a pas révolutionné les tactiques. Il a pris un mortier de 81 mm et l'a incliné vers l'avant sur une pile de barils. Et pendant 4 heures, un après-midi gelé de décembre 1944, cela a suffi. L'héritage plus large des tactiques improvisées pendant la Seconde Guerre mondiale est bien documenté. Des soldats soudaient des plaques de blindage sur des jeeps, créant des voitures blindées ad hoc. Ils modifièrent des bazookas pour tirer depuis les bâtiments, compensant le souffle arrière dans des espaces confinés. Ils bricolaient des lance-flammes pour nettoyer des bunkers que les grenades ne pouvaient atteindre. Ils utilisaient des torpilles Bangalore comme ponts improvisés. Ils transformaient des kits médicaux en outils de terrassement. Ils improvisaient constamment, s'adaptant à des circonstances que l'entraînement n'avait jamais couvertes. L'astuce des barils s'inscrit dans cette tradition. Ce n'était pas élégant. Ce n'était pas sûr, ce n'était pas approuvé, mais ça marchait quand rien d'autre ne marchait. Les forces allemandes à Bastogne ne surent jamais pourquoi les tirs de mortiers américains s'intensifièrent soudainement. Ils ne capturèrent pas la position de Hendricks, ils ne récupérèrent pas les barils. Après la levée du siège, les barils furent abandonnés, des fûts d'acier anonymes à moitié enfouis dans la neige. Personne ne marqua l'endroit, personne ne préserva l'équipement. La technique passa dans la mémoire, portée par les hommes qui l'avaient vue, essayé ou entendu parler plus tard. Hendricks lui-même ne revendiqua jamais le crédit. Il ne chercha pas la reconnaissance. Quand Friedman l'appela en 1978, Hendricks dit qu'il avait juste essayé de garder son équipage en vie. Il dit que les Allemands avaient les hauteurs et que les Américains devaient riposter. Il dit que les barils étaient là, alors il les avait utilisés. Il dit que n'importe quel sergent aurait fait la même chose. Ce pragmatisme définit l'histoire. Il n'y a pas eu de révélation dramatique, pas de moment de génie inspiré, juste un sergent regardant un problème, considérant les outils disponibles et choisissant une solution non orthodoxe parce que les méthodes orthodoxes avaient échoué. Le mortier tira. Les obus atteignirent la crête. Les Allemands se replièrent et la ligne tint. Voilà le résultat. Voilà le résultat du refus d'un homme d'accepter que son arme ne puisse pas faire ce que la situation exigeait. L'histoire perdure, non parce qu'elle est extraordinaire, mais parce qu'elle est représentative. Chaque guerre produit 1000 variations de la même improvisation. Des soldats modifient, adaptent,
reconvertissent. Ils trouvent des moyens de rendre des outils inadéquats adéquats. Et parfois, ils découvrent quelque chose qui change la façon dont les outils sont conçus par la suite. Hendrix n'a pas changé la guerre. Il n'a pas changé l'issue à Bastogne. La 101e aurait tenu quoi qu'il arrive. Patton serait arrivé. Les Allemands se seraient retirés. Le tableau stratégique était déjà fixé. L'avance alliée continuerait. Berlin tomberait. La guerre en Europe finirait en mai. Mais pour 7 hommes dans un champ gelé, l'astuce des barils signifiait qu'ils pouvaient riposter. Ils n'étaient pas impuissants. Ils n'étaient pas cloués au sol. Ils avaient un moyen d'atteindre l'ennemi, et cela comptait. Pas en termes stratégiques grandioses, pas dans les livres d'histoire, mais dans la réalité immédiate et tangible de la survie. C'est l'échelle qui compte. Pas la guerre, pas la bataille, le moment, le problème unique qui doit être résolu maintenant avec les matériaux à portée de main avant que le prochain obus ne tombe. Hendrix résolut son problème, et ce faisant, il ajouta un petit fil à la vaste tapisserie chaotique de l'improvisation qui définit le combat terrestre. La neige continua de tomber. La guerre continua. Hendrix et son équipage démontèrent le mortier, laissèrent les barils derrière eux et se déplacèrent vers la position suivante. Ils ne savaient pas qu'ils avaient fait quelque chose de notable. Ils avaient juste fait leur travail en utilisant ce qui marchait. Des décennies plus tard, des chercheurs trouveraient le croquis. Des historiens noteraient l'innovation. Des ingénieurs étudieraient le principe. Et l'histoire referait surface brièvement dans un journal lu par des spécialistes et des étudiants. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Julian Hendrix. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de l'astuce des barils. Et c'est normal. La guerre n'est pas construite sur des innovations célèbres. Elle est construite sur d'innombrables petites adaptations, la plupart oubliées, toutes nécessaires. Hendrix retourna au Kansas. Il cultiva la terre. Il vécut 74 ans. Il mourut en 1989, laissant 2 filles et 5 petits-enfants. Sa nécrologie parut dans le journal de Salina, 147 mots. Elle mentionnait son service à Bastogne. Elle ne mentionnait pas les mortiers. Elle disait qu'il était un bon voisin, un travailleur acharné, un homme qui aidait les autres. Ses funérailles attirèrent 83 personnes. Des vétérans du poste local de la VFW servirent comme porteurs. Le pasteur parla du devoir et du sacrifice. Mary Hendrix accepta un drapeau plié et Julian Hendrix fut enterré au cimetière de Gypsum Hill sous une pierre tombale militaire standard. Mais le principe survit, la volonté d'improviser. Le refus d'accepter qu'un outil ne puisse être utilisé que d'une seule façon. La compréhension que la doctrine est un guide, pas une cage. Cette compréhension sauva des vies en décembre 1944. Elle continue d'informer l'entraînement, la conception et les tactiques aujourd'hui. Non pas parce que Hendrix était un génie, mais parce qu'il était pragmatique, parce qu'il regarda son problème et pensa au poteau de clôture, et parce que parfois, les idées les plus simples sont celles qui comptent.